Je me souviens de cette cour, sans fenêtre, l'air lourd, un peu vicié. 5 visages impassibles me fixaient depuis l'autre côté d'une longue table polie, des dossiers ouverts devant eux, chaque page un écho de mes pires cauchemars. Marie était là, assise à ma gauche, son bras gauche soigneusement calé dans une écharpe sombre, une main agrippée à la sienne. La mienne. C'était un geste simple, anodin pour quiconque, mais dans ce contexte, ça criait l'affront. Pierre Webb, l'air suffisant au premier rang de l'Assemblée, savourait chaque instant de notre désarroi. Comment en étions-nous arrivés là, à devoir défendre l'intégrité de nos vies, de nos choix, devant un jury qui semblait déjà avoir statué? C'est une longue histoire, croyez-moi, une histoire qui s'est nouée petit à petit, comme les courants marins que je connais si bien, invisibles au début, dévastateurs à la fin. Ça a commencé non, pas au début. Le début, c'est toujours le plus facile à raconter, le plus lisse. Commençons par ce qui fait mal, ce qui a fait basculer. Pierre, le petit ambitieux de la station de Biarritz, avait déroulé son dossier, un véritable réquisitoire contre nous. Sur l'écran derrière lui, cette photo. Moi dans l'ambulance tenant la main de Marie, nos visages si proches qu'on ne pouvait pas le nier. Pas qu'on ait voulu en réalité, mais c'était là, une preuve accablante de ce que lui appelait conflit d'intérêts et inconduite professionnelle. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, moins de honte que de colère. Le type a énuméré des témoignages, des conversations, des regards, des miettes de vie transformées en preuve d'une affaire douteuse. C'était grotesque, mais ça menaçait de détruire tout ce que nous avions si péniblement commencé à construire. Je me rappelle son ton doucereux, dégoulinant de fausse compassion. Ce n'est pas personnel, c'est une question d'intégrité. Bien sûr que c'était personnel. Pour lui, pour nous, pour tous ceux qui attendaient de voir comment la directrice de la station allait tomber. Ce matin-là, quand Sophie, ma fille, m'avait posé la question, j'avais eu l'impression d'un coup de poing dans l'estomac. Le même nœud au ventre que je ressentais en ce moment, ici, dans cette pièce sans âme. C'était un rituel, chaque matin depuis 7 ans. 5 heures, le réveil. La petite routine bien huilée, calée, millimétrée. Mon appartement de Lacano, à 3 pâtés de la maison de la plage, toujours impeccable, toujours ordonné. Les dessins de Sophie partout, fixés au mur avec du masking tape. Des couchures de soleil rose et orange. Des bonhommes allumettes qui se tiennent la main. Une maison avec tellement de fenêtres qu'on croirait un rêve d'enfant. Je bougeais dans la cuisine comme un fantôme, l'odeur du café, le grésillement des œufs dans la poêle. Ça, c'était ma vie. Un mur de briques patiemment monté, une forteresse contre le chaos, contre l'abandon. Je me suis toujours dit que rien ne pourrait la faire s'écrouler. Pas après ce qui s'était passé. Sophie est apparue, frottant ses yeux, ses boucles brunes en bataille. Elle a grimpé sur le tabouret, ses petits pieds ballants. Elle avait 6 ans et elle voyait tout. Je lui ai servi ses œufs, un petit verre de jus d'orange. On mangeait en silence, un silence qui me convenait jusqu'à ce qu'elle lève les yeux. Ce regard, je le connaissais par cœur, le signe avant-coureur d'une question. Le genre de question à laquelle je ne savais jamais comment répondre. « Papa, pourquoi tu souris jamais quand tu parles de Madame Marie? » Ma fourchette s'est arrêtée en l'air. Madame Marie, Marie Shaw, la directrice du poste de secours. Chef impitoyable, ancienne championne olympique. Une femme qui dirigeait le poste de Biarritz avec une poigne de fer et une distance que je m'étais efforcé d'imiter. Mon souffle s'est bloqué. J'ai cherché une phrase, un mensonge même, n'importe quoi. Mais les mots ne venaient pas. Sophie m'observait, patiente, avec cette curiosité pure des enfants, l'attente d'une réponse qui ne venait pas. J'ai essuyé ma bouche avec une serviette. Mon regard a glissé vers l'horloge murale, un échappatoire bien pratique. « Finis tes œufs, ma puce. Mamie nous attend. »
Elle n'a pas insisté, mais je sentais son regard sur moi, la pression de son silence jusqu'à la voiture. Ça pesait, ça brûlait. Ce silence disait « Tu me caches quelque chose ». Et elle avait raison. Le trajet jusqu'à Biarritz, à peine 20 minutes en trafic léger. Le soleil du matin déjà chaud sur mes épaules. 7 ans que j'étais là, sauveteur à cette station, connaissant chaque courant, chaque benne sournoise, chaque grain de sable dangereux. Mes collègues m'appelaient le mur. Rien ne semblait m'atteindre. Ni les noyades, ni les urgences, ni le chaos estival. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les murs ne sont pas faits de force. Ils sont faits de peur. Peur de ressentir, peur de perdre, peur de se briser. La réunion du matin, 7h30. Pile. Marie au premier rang, un calepin à la main, sa voix coupant le brouhaha comme une lame. 32 ans, championne olympique. Oui, ça, c'était l'information capitale qui la définissait. Même si une blessure à l'épaule avait tout arrêté, elle gérait la station avec une précision clinique. Respectée, oui, mais proche de personne. Ses yeux parcouraient la salle. Quand il passait sur moi, il ne s'attardait pas. Plus maintenant. Il y a 2 ans, il l'aurait fait. Il y a 2 ans, tout était si différent. J'ai pris ma position sans un mot. En passant devant les casiers, Pierre Webb, un petit con de 29 ans, qui passait son temps à chercher une combine pour monter en grade, s'est accoudé, un sourire narquois aux lèvres. Ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, juste une grimace tendue. Quand Marie est sortie de la salle, il s'est tourné vers un autre collègue et il a dit ce que tout le monde pensait tout bas. Ces deux-là, c'est comme 2 aimants du même pôle. Ça se repousse, mais la force, tu la sens de l'autre bout de la pièce. L'autre sauveteur a ri nerveusement et s'est éloigné. Le rictus de Pierre n'a pas bougé. Le souvenir est revenu, comme toujours quand je la voyais, cette impression électrique. Il y a 2 ans, une intervention musclée, un rescate compliqué. On avait fini tous les deux, tremblants, dans la petite salle de pause. Ses mains tremblaient encore quand elle a voulu attraper une bouteille d'eau. J'avais posé la mienne pour l'aider à stabiliser la sienne. Un geste bête, instinctif. Et soudain, on était à quelques centimètres l'un de l'autre, nos souffles mêlés. Ses lèvres s'étaient entr'ouvertes, ma main sur son poignet. L'électricité était là, palpable, comme un câble sous tension. Et puis elle avait reculé, sa voix à peine un murmure. « Je suis ta supérieure, ça ne peut pas arriver. » Elle était partie sans un regard, on n'en a jamais reparlé. Et le mur entre nous a grandi, jour après jour, brique par brique, comme ma vie. Quelques semaines avant ce comité de discipline, le soir du challenge qu'elle m'avait lancé, l'équipe s'était retrouvée sur la plage pour un feu de joie. Une tradition. Bière cheap, blague nulle, quelques heures pour décompresser de la pression quotidienne de sauver des vies. D'habitude, je prenais un verre et je filais. Mais ce soir-là, quelque chose m'a retenu. La façon dont le feu crépitait dans le ciel sombre, le bruit des vagues qui roulaient comme un battement de cœur, je sais pas. Je me suis retrouvé assis sur un bout de bois flotté, à regarder mes collègues rire et discuter de futilité. Marie est arrivée tard, ce qui était rare. Elle ne venait jamais à ces soirées. Elle préférait garder une distance claire entre elle et le staff. Mais ce soir-là, elle a traversé le sable, une bouteille à la main, quelque chose de lourd dans le regard. Je l'ai remarqué tout de suite. Tout le monde d'ailleurs. Les conversations se sont calmées. Elle a trouvé une place de l'autre côté du cercle, face à moi. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a regardé personne, en fait. Juste bu. Une longue gorgée après l'autre, les yeux perdus dans les flammes. La rumeur avait couru toute la journée. Le conseil municipal révisait le budget. Le programme des sauveteurs était sur la sellette. Des coupes, peut-être des licenciements, ou pire, la fermeture des postes secondaires. Marie avait passé la journée en réunion, à se battre pour des ressources qui ne viendraient pas. La pression se lisait dans la tension de sa mâchoire, la raideur de ses épaules. Je l'observais,
et j'ai senti quelque chose bouger en moi, quelque chose que j'avais passé 2 ans et 1 heure à enterrer. Et puis, elle s'est levée. Les conversations se sont éteintes net. La voix de Marie, claire et nette, a déchiré le bruit des vagues. Julien Cole, 20 têtes se sont tournées vers moi. 20 pères dieux ont atterri sur moi comme des poids. Marie s'est dirigée vers le centre du groupe, son regard fixé sur mon visage avec une intensité qui m'a fait picoter la peau. 2 ans que tu m'évites comme la peste. Je veux savoir pourquoi. Elle a bu une dernière gorgée, puis a posé la bouteille dans le sable. Alors voilà mon offre, fais-moi une course. 1 000 allées, 1 000 retours. Si tu gagnes, je répondrai à toutes tes questions. Aucune limite, aucun mensonge. Le silence était absolu. Derrière moi, Pierre a sifflé discrètement. Quelqu'un a chuchoté « Elle est bourrée ». Mais en regardant Marie, je n'ai vu que de la lucidité. Ce n'était pas l'alcool qui parlait. C'était 2 ans de tension inavouée qui demandaient d'éclater. J'ai senti mon cœur cogner contre mes côtes. Le sang bourdonnait dans mes oreilles. Chaque instinct me disait de refuser, de préserver la distance que j'avais si soigneusement maintenue. Mais la question de Sophie a résonné dans ma tête. « Pourquoi tu souris jamais quand tu parles d'elle? » Je me suis levé lentement, balayant le sable de mon short. J'ai marché vers Marie jusqu'à ce qu'on soit face à face, assez près pour voir la flamme du feu se refléter dans ses yeux. « J'accepte, ai-je dit. Un murmure a couru dans la foule, mais je n'avais pas fini. « J'accepte, mais je change les règles. » Le sourcil de Marie s'est levé. « Tu n'as le droit de rien changer. » Sa voix était ferme, mais j'ai capté la légère vibration en dessous. J'ai soutenu son regard sans cligner. « Si je gagne, ce n'est pas une question. Ce sont 30 jours. 30 jours où on se dit la vérité sur tout. Plus de chefs, plus d'employés, plus de murs, plus de fuites. » Les murmures se sont transformés en chuchotements. Pierre s'est avancé, le front plissé, mais personne n'a bougé. Marie m'a fixé un long moment, son expression illisible. Puis elle a posé la question que j'attendais. « Et si je gagne? » J'ai senti le poids de chaque regard sur moi. « Alors je demande ma mutation dans une autre station. Tu n'auras plus jamais à voir ma tête. » Le feu crépitait, les vagues roulaient. Mary Shaw a regardé l'homme qui avait hanté ses pensées pendant 2 ans. La seule personne qu'elle avait repoussée, justement, parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de le laisser s'approcher. Elle a pensé aux coupes budgétaires, aux réunions, à la solitude qui l'accueillait chaque soir dans son appartement vide. Elle a pensé aux murs qu'elle avait bâtis et à quel point c'était devenu épuisant de le maintenir. Puis elle a tendu la main. Marché conclu. J'ai pris sa main. Sa poigne était ferme, sa peau chaude contre ma paume. On s'est serré la main une fois, un contrat scellé à la lumière du feu, et la plage a éclaté dans un brouhaha. Des questions, des rires, de l'incrédulité, mais aucun de nous n'a rien entendu. On était déjà ailleurs, au bord de quelque chose que personne ne pouvait nommer. Le lendemain matin, à l'aube, on nagerait. Et après, tout changerait. Moment, ici je dois faire une pause. Tout ça, cette situation avec Marie, avec Pierre, cette course absurde, c'était vraiment surréaliste. Je veux dire, tu y penses. Une directrice de station, hyper sérieuse, qui lance un défi pareil devant tout le monde parce qu'elle se sent acculée par sa vie, par sa blessure, par moi. Dans ma famille, on aurait dit « Mais elle est complètement toquée ». C'était tellement à l'opposé de ce que je connaissais, de ma vie rangée, de ma discipline. Mais peut-être que c'était justement ça le problème. C'était trop vrai pour être vraiment compris. J'avais passé des années à construire une carapace, à refuser la spontanéité, à ne pas faire de vagues. Et elle était là, au milieu de la plage, à me jeter un gant en pleine figure. C'était la chose la plus dingue, la plus risquée que j'ai faite depuis des lustres. Et en même temps,
La seule chose qui semblait pouvoir casser la routine que je craignais tant, je sais pas, aucune idée. En tout cas, revenons à nos moutons. Le lendemain, le matin s'est levé froid et gris, la brume roulant du large comme un avertissement. Je suis arrivé à la plage à 6 heures. Marie était déjà là, au bord de l'eau. Une poignée de collègues s'étaient rassemblés pour assister au spectacle. Les nouvelles, dans un poste si petit, vont vite. Pierre Webb était là, les bras croisés, son sourire permanent gravé sur le visage. Personne ne parlait. Le seul son était le rythme des vagues et le cri des mouettes. J'ai retiré mon T-shirt et j'ai marché jusqu'à Marie, assez près pour entendre sa respiration. Elle faisait des rotations d'épaules, des cercles lents, testant son articulation. Cette épaule, celle qui avait mis fin à sa carrière olympique. La vieille des blessures n'avait jamais vraiment guéri. Cale et cartilage déchirés, des dommages que la kiné pouvait gérer mais jamais réparer. Elle l'avait bien caché toutes ces années, compensant par la technique et la volonté. Mais j'avais remarqué la raideur. J'avais toujours tout remarqué chez elle. Elle m'a surpris à la regarder et s'est détournée, fixant l'horizon où la bouée marquait leur point de retour, un mille au large. Prêt, a-t-elle demandé, sans me faire face. J'ai hoché la tête. Prêt. On est entrés dans l'eau ensemble. Le froid m'a frappé comme une gifle. Marie a pris la tête immédiatement, ses brasses propres et puissantes, la forme d'une athlète entraînée toujours visible malgré des années loin de la compétition. J'ai gardé le rythme derrière elle, synchronisé, observant la façon dont elle coupait les houles. Pendant les premiers 800 mètres, elle était intouchable, plus rapide, plus fluide, plus efficace. J'aurais pu pousser plus fort et j'ai choisi de ne pas devoir le faire. Ce n'était pas une question de victoire, ça n'avait jamais été une question de victoire. À la bouée de retour, quelque chose a changé. Ses bras se sont devenus plus courtes, plus saccadés. Son bras gauche a commencé à traîner, l'épaule ne parvenant plus à tourner correctement. Je l'ai vu grimacer à chaque coup, la douleur se lisant sur son visage, même si elle se battait pour la cacher. J'ai ralenti mon allure, restant assez près pour intervenir si nécessaire. Le rivage semblait incroyablement lointain, une fine ligne de sable à peine visible à travers la brume matinale. Marie a continué à nager, mais sa vitesse a chuté à chaque minute. À 4-7 mètres de la plage, son corps l'a trahi complètement. L'épaule s'est bloquée, les muscles se sont crispés dans un spasme qui l'a fait couler. Elle a refait surface, haletante, a coulé à nouveau, puis s'est hissée avec son bras droit. J'étais à ses côtés en quelques secondes, une main sur sa taille pour la maintenir à flot. Les yeux de Marie brûlaient de fureur et de honte alors qu'elle luttait contre ma prise. Ne me prends pas en pitié, a-t-elle réussi à dire entre deux respirations sifflantes. J'ai resserré ma prise et je l'ai rapprochée, ma voix calme malgré le martèlement de mon propre cœur. Je ne te prends pas en pitié. Je choisis de ne pas gagner en te regardant te noyer. On est rentrés ensemble, je la soutenais pendant qu'elle donnait de faibles coupes de pied. Les 100 dernières mètres ont semblé plus longs que tout le trajet allé. Mais finalement, mes pieds ont touché le sable. Je l'ai à moitié porté sur la plage, tous les deux s'effondrant au bord de l'eau pendant que nos collègues se précipitaient. Les disputes ont éclaté immédiatement. Qui a gagné? Est-ce qu'elle a abandonné? Quelles étaient les règles quand un concurrent en sauvait un autre? Le débat faisait rage jusqu'à ce que Marie se redresse, l'eau salée dégoulinant de ses cheveux, et lève la main pour faire taire tout le monde. Il a gagné. Sa voix a porté à travers le groupe, coupant le bruit. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Sans lui, je n'aurais pas pu revenir. Elle m'a regardé. Quelque chose s'est déplacé derrière ses yeux que je ne pouvais pas nommer. J'ai croisé son regard et j'ai prononcé les mots qui allaient sceller notre sort. Alors les 30 jours commencent aujourd'hui. Le sourire narquois de Pierre Webb a disparu. Marie a hoché la tête une fois, puis s'est dirigée vers la station sans se retourner. Le mur entre nous s'était fissuré et on avait maintenant un mois pour décider si on allait le démolir complètement. 3 jours ont passé avant qu'on ne trouve le courage de vraiment parler. Après notre service,
Je suis monté à la tour d'observation où Marie était assise seule, regardant le soleil peindre l'océan de teintes or et cramoisi. Je me suis installé à côté d'elle, laissant juste assez d'espace entre nous pour me sentir en sécurité, mais assez près pour entendre sa respiration. Longtemps, aucun de nous n'a parlé, tous deux fixant l'horizon, comme si les réponses dont on avait besoin y étaient écrites. Puis Marie a rompu le silence, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. « Pourquoi m'as-tu évité pendant 2 ans? » La question flottait entre nous, lourde de tout ce qui n'avait pas été dit. J'ai pensé à mentir, à éluder, mais les termes de notre accord ne laissaient aucune place à ça. Je lui devais la vérité, quel qu'en soit le prix. Parce que j'avais peur, ai-je dit finalement. La dernière fois que j'ai laissé quelqu'un s'approcher, elle est partie. Elle est partie quand Sophie avait 2 ans et elle n'est jamais revenue. Je n'aurais pas pu survivre à ça une nouvelle fois. Alors j'ai construit des murs, j'ai gardé tout le monde à distance, je me suis assuré que personne ne pourrait me blesser. Je me suis tourné vers elle, mon expression à vif, sans défense. Surtout pas toi. Marie a absorbé mes mots en silence, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur l'eau en contrebas. Quand elle a enfin répondu, sa voix était à peine un murmure. Je t'ai mis au défi parce que je perds le contrôle de tout. La station risque de fermer. Mon épaule empire chaque mois. Et la seule personne qui me fait me sentir réel, qui me fait me sentir moi-même au lieu de cette image parfaite que je projette, c'est quelqu'un que je n'ai pas le droit de toucher. Elle s'est tournée pour croiser mes yeux, et j'ai vu quelque chose là que je n'aurais jamais attendu. La vulnérabilité. Tu étais censé rester distant. Tu étais censé rendre ça facile. C'était la première fois que l'un de nous prononçait la vérité à voix haute. Les mots semblaient dangereux et nécessaires, comme de percer une plaie qui avait trop longtemps festé. On est restés assis ensemble jusqu'à ce que le soleil disparaisse sous l'horizon, sans se toucher, sans en avoir besoin. Quelque chose avait bougé entre nous. Une porte s'était ouverte qui ne pourrait jamais être complètement refermée. Quand on est descendu de la tour, l'obscurité nous a enveloppés comme un secret partagé. 27 jours restaient et aucun de nous ne savait ce qu'on deviendrait quand le temps serait écoulé. Le 10e jour, Sophie a tout changé. Je suis allé la chercher chez ma mère après le travail, prévoyant de la ramener directement à la maison pour dîner. Mais Marie était encore à la station quand on est arrivé, examinant des papiers sur le parking. Et Sophie l'a repérée avant que je puisse intervenir. Ma fille s'est échappée de ma main et a couru à travers l'asphalte, s'arrêtant juste devant Marie avec cette curiosité sans peur que seuls les enfants possèdent. Marie a baissé les yeux sur ce petit visage qui la regardait, prise complètement au dépourvu. « C'est toi la Marie dont papa parle dans son sommeil ?» a demandé Sophie, la tête penchée sur le côté. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, tandis que les yeux de Marie s'arrêtaient sur les miens. Un sourire attiré au coin de la bouche, le premier sourire authentique que j'ai jamais vu d'elle. Elle s'est accroupie à la hauteur de Sophie, sa voix douce d'une manière qui nous a tous les deux surpris. « Je ne sais pas ça. Il dit quoi? » Sophie a plissé le nez en réfléchissant. « Il dit souvent ton nom, et parfois il a l'air triste, mais surtout juste ton nom. » Marie a jeté un coup d'œil à mon visage qui était écarlate. Elle s'est tournée vers Sophie avec de la chaleur dans les yeux. « Eh bien, je suis contente de te rencontrer enfin, Sophie. Ton papa parle de toi tout le temps, lui aussi. » Sophie s'est illuminée, sautillant sur ses talons avec une excitation soudaine. « Tu sais nager? Papa dit que tu es vraiment, vraiment forte. Tu peux m'apprendre? » Elle a attrapé la main de Marie sans attendre la permission, l'attirant vers la plage. « S'il te plaît, papa est bien, mais il n'est pas bon comme au géo. Toi, t'es bonne comme au géo, pas vrai? » J'ai observé Marie regarder la main de ma fille serrée autour de la sienne. J'ai vu quelque chose s'adoucir dans son expression que je n'avais jamais vu auparavant. Elle a croisé mon regard avec une question dans les yeux et j'ai hoché la tête lentement.
Les trois sont descendus ensemble vers l'eau, Sophie bavardant sans arrêt entre eux sur l'école et ses dessins, et si les dauphins pouvaient vraiment se parler. Marie a écouté chaque mot, répondant aux questions avec une patience que je ne lui connaissais pas. Quand ils ont atteint le peu profond, elle a soulevé Sophie sur sa hanche et est entrée dans l'eau, lui montrant comment flotter, comment respirer, comment faire confiance à l'eau pour la porter. Je me tenais à hauteur de poitrine à leur côté, regardant ma fille rire dans les bras d'une femme dont je tombais amoureux, malgré tous les avertissements que mon cerveau pouvait émettre. 8 jours plus tard, la catastrophe t'a frappé. L'appel d'urgence est arrivé à 23 heures. Un adolescent pris dans une baïne entraîné à 300 mètres du rivage, luttant pour rester hors de l'eau. Marie et moi avons répondu ensemble, lançant le bateau de sauvetage dans l'obscurité. Les vagues étaient brutales, 2 mètres et plus. Le vent hurlait du nord-ouest. On a repéré les bras de l'adolescent agitant dans le faisceau de notre projecteur. Sa tête à peine au-dessus de la surface. J'ai plongé pendant que Marie manœuvrait le bateau, luttant contre le courant pour l'atteindre. J'ai sécurisé le garçon, l'ai fait respirer, l'ai mis sur le bateau. On rebroussait chemin vers le rivage quand une vague gigantesque nous a pris de flanc, projetant Marie contre la balustrade métallique avec une force écœurante. Son épaule a encaissé l'impact, la même épaule qui avait mis fin à sa carrière de nageuse, et j'ai entendu son cri par-dessus le rugissement du vent. Je me suis précipité à ses côtés pendant que le garçon se recroquevillait, choqué, à la proue. Le visage de Marie était gris de douleur. Son bras gauche pendait, inutile, le long de son corps. « Continue », a-t-elle haleté entre des dents serrées. « Ramène-le au rivage. » J'ai conduit le bateau moi-même, une main sur le volant, l'autre tenant Murray fermement contre le pont qui tanguait. On a atteint la plage où les urgentistes attendaient. J'ai aidé à charger le garçon sur une civière, puis ils se sont tournés vers Marie. Elle a essayé de refuser les soins, a tenté de se tenir debout seule, mais ses jambes sont cédées dès qu'elle a mis du poids dessus. Je l'ai rattrapée avant qu'elle ne touche le sable et je l'ai portée à l'ambulance, montant à ses côtés malgré les protestations des urgentistes. Marie a serré ma main alors qu'on s'éloignait de la plage, ses doigts s'enfonçant dans ma paume. « Ne pars pas. » Sa voix était petite, dépouillée de toute l'autorité qu'elle portait habituellement. J'ai serré sa main en retour, ma gorge serrée. Je ne vais nulle part. Les portes de l'ambulance se sont fermées derrière nous et, quelque part sur le parking, Pierre Webb a baissé son téléphone. La photo qu'il avait prise, moi tenant la main de Marie, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre, serait téléchargée avant qu'on atteigne l'hôpital. Au matin, tout le monde la verrait. Au matin, tout commencerait à s'écrouler. Les rumeurs se sont répandues dans la station comme une traînée de poudre. Pierre s'en était assuré, montrant la photo à quiconque voulait la voir, tissant un récit de favoritisme et de relations inappropriées. Les autres sauveteurs ont commencé à chuchoter, à nous regarder Marie et moi avec des yeux suspicieux, à remettre en question chaque décision qu'elle avait jamais prise. Lui avait-elle donné de meilleurs corps de travail? Avait-elle trop bien noté ses évaluations de performance? Était-ce la raison pour laquelle elle l'avait défié à cette course? Un prélude tordu à une liaison qui durait depuis des mois. Les accusations étaient sans fondement, mais elles n'avaient pas besoin d'être vraies, elles n'avaient besoin que d'exister. Le 25e jour, Pierre a déposé une plainte formelle auprès de la Division des sauveteurs de la Gironde. Le document accusait Mary Shaw de s'engager dans une relation amoureuse avec un subordonné, créant un conflit d'intérêts qui compromettait l'intégrité de toute la station. Il y a joint la photo de l'ambulance, des déclarations de collègues qui avaient été témoins de nos interactions, un calendrier qui peignait chaque décision professionnelle qu'elle avait prise comme une preuve de partialité. En quelques heures, Marie a été suspendue en attendant une enquête. On m'a interdit de participer au sauvetage prioritaire. Nos carrières, nos réputations, nos avenirs ne tenaient qu'à un fil.
Ce même après-midi, un voilier a chaviré à 2000 au large. Chaque sauveteur disponible a été déployé pendant que je restais sur la plage, interdit d'entrer dans l'eau. J'ai regardé mes collègues lutter contre les vagues, les ai regardés tirer des survivants de l'épave un par un, les ai regardés rater la dernière victime, une femme accrochée à des débris, dérivant plus loin à chaque seconde. L'équipe était trop dispersée. Ils ne pouvaient pas l'atteindre à temps. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Une dernière barrière entre ce que j'étais et ce que je devais être. J'ai attrapé une planche de sauvetage et j'ai sprinté dans le ressac, ignorant les cris derrière moi. L'eau était le chaos, la mousse et le courant, et le besoin désespéré de l'atteindre avant qu'elle ne coule. Mes bras brûlaient, mes poumons hurlaient, mais j'ai continué à pagayer jusqu'à ce que j'atteigne la femme et que je la hisse sur la planche. Au moment où je l'ai ramenée au rivage, elle toussait de l'eau de mer, mais elle était vivante. Elle respirait, elle était sauvée. Les urgentistes l'ont emmenée en urgence pendant que je m'effondrais sur le sable, sachant exactement ce que j'avais fait. J'avais violé un ordre direct. J'avais ajouté l'insubordination à la liste des accusations portées contre moi. J'avais tout empiré. Cette nuit-là, j'étais assis seul dans mon appartement sombre, tandis que Sophie dormait chez sa grand-mère. Je n'arrivais pas à allumer les lumières. Je ne pouvais pas faire face aux dessins sur les murs ou aux photographies sur les étagères. 7 ans à construire une vie. 7 ans de discipline attentive et d'émotions contrôlées. Et maintenant, tout s'écroulait autour de moi. J'ai pressé mes mains sur mes yeux et j'ai senti quelque chose de chaud et d'humide glisser sur mes joues. Quand avais-je pleuré pour la dernière fois? Je ne me souvenais plus. Peut-être pas depuis le jour où mon ex-femme était partie. Peut-être même jamais. Mon téléphone a vibré sur la table à côté de moi. Le nom de Marie s'est illuminé sur l'écran. J'ai décroché sans parler. J'ai juste tenu l'appareil à mon oreille et j'ai attendu. Sa voix est venue, petite et brisée. Rien à voir avec la femme qui dirigeait une station de sauvetage. Je suis désolé, Julien. Tout ça, c'était de ma faute. Je n'aurais jamais dû te défier. J'aurais dû garder mes distances, mais je l'ai coupé, ma voix rauque d'épuisement et de larmes non versées. Non, c'était notre choix. Tous les deux, ne me retire pas ça. Marie est restée silencieuse un long moment, et quand elle a parlé à nouveau, ses mots portaient le poids de la capitulation. Je vais démissionner. Si je me retire, ils abandonneront l'enquête. Tu seras blanchi. Tu pourras reprendre ta vie, ta fille, tout ce qui compte. J'ai fermé les yeux, entendant la défaite dans sa voix. La même défaite que j'avais entendue de mon ex-femme la nuit avant qu'elle ne parte. L'histoire se répétait, les murs se dressaient, une autre personne choisissant de fuir plutôt que de rester et de se battre. Non! Ma voix était ferme maintenant, plus stable que ce que je ressentais. Ne t'enfuis pas, ce n'est pas ce que nous avons convenu. 30 jours de vérité, tu te souviens? Pas de mur, pas d'échappatoire. On affronte ça ensemble ou pas du tout. J'ai entendu sa respiration à l'autre bout de la ligne. J'ai entendu le moment où quelque chose en elle a basculé. Elle n'a pas répondu par des mots. Elle n'avait pas besoin. Le silence entre nous contenait tout ce qui comptait. La peur et l'espoir et la possibilité terrifiante qu'on puisse réellement survivre à ça. 5 jours restaient à notre accord. 5 jours pour décider si la vérité valait le prix. L'audience disciplinaire s'est tenue 3 jours plus tard dans cette salle de conférence sans fenêtre au bâtiment administratif du département. 5 membres du conseil siégeaient derrière cette longue table, leurs visages soigneusement neutres, les dossiers de Pierre Webb ouverts devant eux. Marie est entrée la première, son bras gauche toujours dans une écharpe après le sauvetage qui avait failli détruire son épaule complètement. J'ai suivi portant mon seul costume, le même que j'avais mis pour mon divorce il y a 4 ans. On s'est assis au côté opposé de la pièce, comme on nous l'avait ordonné, interdit de parler l'un à l'autre jusqu'à ce qu'on soit appelé. Pierre Webb était assis au premier rang du public, l'air d'un homme qui avait déjà gagné. La procédure a commencé avec Pierre présentant son cas.
Il a projeté la photo de l'ambulance sur un écran. Moi tenant la main de Marie, nos visages proches, l'intimité entre nous impossible à nier. Il a lu des déclarations de collègues qui nous avaient vus ensemble sur la tour d'observation, sur la plage avec Sophie, dans des conversations discrètes qui s'arrêtaient dès que quelqu'un s'approchait. Il a présenté une chronologie suggérant que notre relation avait commencé bien avant le défi de la course, que Marie m'avait montré un traitement préférentiel pendant des mois, voire des années. Sa voix dégoulinait de fausses inquiétudes alors qu'il concluait son témoignage. Ce n'est pas personnel. C'est une question d'intégrité, de maintien des standards, de protection des gens qui nous confient leur vie. Marie a été appelée à répondre. Elle s'est levée lentement, sa main valide agrippant le bord de la table pour se soutenir. Les membres du conseil l'ont observée avec des yeux attentifs, attendant le déni qu'ils supposaient. Elle aurait pu mentir. Elle aurait pu affirmer que la photo avait été prise hors contexte, que ses sentiments pour moi étaient purement professionnels, que rien d'inapproprié ne s'était jamais produit entre nous. L'enquête aurait calé. Les preuves seraient restées circonstancielles. Et finalement, tout aurait disparu. Tout ce qu'elle avait à faire était de se protéger comme elle l'avait toujours fait, avec la distance, le contrôle, avec des murs assez hauts pour que personne ne puisse voir la vérité. Mais elle a pensé à notre accord. 30 jours d'honnêteté, pas de mur, pas de fuite. Elle m'avait demandé d'être vulnérable avec elle, avait exigé ma vérité en échange de la sienne. Comment aurait-elle pu se tenir là et offrir au conseil un mensonge confortable? Comment aurait-elle pu me regarder à travers cette pièce et trahir tout ce que nous avions construit? Marie a redressé le dos et a fait face au panel avec des yeux clairs. J'ai des sentiments pour Julien Cole. C'est vrai, et je n'insulterai l'intelligence de personne en le niant. La salle est devenue silencieuse. Le sourire narquois de Pierre a vacillé de surprise. Marie a continué, sa voix stable malgré le tremblement dans ses mains. Mais les sentiments ne sont pas une faute professionnelle. Ce qui compte, c'est de savoir si ces sentiments ont compromis mon jugement professionnel. Et je vous le dis maintenant, ils ne l'ont pas fait. Chaque affectation que j'ai faite est documentée. Chaque évaluation de performance que j'ai menée a suivi les critères établis. Chaque décision que j'ai prise peut être vérifiée par des témoins et des registres. Elle a croisé le regard de chaque membre du conseil à tour de rôle, refusant de cligner des yeux. Si vous pouvez trouver un seul cas où j'ai donné un traitement préférentiel à Julien Cole, un seul quart de travail, une seule évaluation, une seule décision qui l'a favorisé par rapport à quelqu'un d'autre, je démissionnerai immédiatement. Mais vous ne le trouverez pas parce que ça n'existe pas. J'ai été appelé ensuite. J'ai marché vers le devant de la salle, vivement conscient du regard de Marie dans mon dos, de la fureur à peine contenue de Pierre, du poids qui pesait sur ma poitrine. Le conseil m'a demandé directement si Marie m'avait déjà montré du favoritisme. J'ai presque ri. Non, ai-je dit, et le mot est sorti plus dur que je ne l'avais prévu. Au contraire, elle a été plus dure avec moi qu'avec n'importe qui d'autre dans l'équipe. Des cas plus difficiles, des évaluations plus strictes, des attentes plus élevées. Je crois qu'elle essayait tellement de ne pas me favoriser qu'elle est allée dans la direction opposée. J'ai regardé Marie, puis j'ai vu la surprise traverser son visage. Je l'ai remarqué. Je n'ai jamais rien dit, mais je l'ai remarqué. D'autres collègues ont été appelés à témoigner, des sauveteurs qui avaient travaillé à mes côtés pendant des années. Un par un, ils ont confirmé ce que j'avais dit. Mary Shaw était exigeante, précise, parfois dure, mais jamais injuste. Ses normes s'appliquaient à tout le monde de manière égale. Et si Julien Cole recevait un traitement spécial, c'était le genre qui rendait son travail plus difficile, pas plus facile. Pierre Webb était assis sur sa chaise, la mâchoire serrée, regardant son dossier si soigneusement construit s'effriter pièce par pièce. Quand le conseil lui a demandé des preuves spécifiques et de décisions biaisées, il n'avait rien. Des soupçons, oui, des observations, certainement, mais des preuves, le dossier devant lui est resté vide de tout élément concret.
Le conseil a délibéré moins d'une heure. Quand ils sont revenus, le membre principal a lu leur conclusion d'un ton neutre et officiel. Aucune preuve de faute professionnelle n'avait été établie. Mary Shaw serait réintégrée avec effet immédiat. Mon dossier disciplinaire serait nettoyé, bien que ma violation de l'interdiction de sauvetage entraînerait un avertissement formel. Pierre Webb recevrait un blanc écrit pour avoir déposé une plainte sans preuve suffisante. La salle a expiré collectivement, mais le membre principal n'avait pas terminé. Cependant, a-t-elle poursuivi, le Conseil recommande fortement que si la relation personnelle entre Mme Shaw et M. Cole se poursuit, l'un d'eux soit transféré à un poste qui élimine la structure hiérarchique directe. Ce n'est pas une punition, c'est une protection pour vous deux et pour l'intégrité de la station. J'ai retrouvé Marie sur le parking après. Elle était debout à côté de sa voiture, son écharpe pressée contre sa poitrine. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur l'asphalte, et un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis Marie a rompu le silence, sa voix pensive plutôt que défaite. J'y ai réfléchi. Il y a une ouverture dans la division de la formation, coordinatrice des programmes de certification, développement de programmes pour les nouvelles recrues. C'est toujours de la gestion, mais je ne dirais plus une station. Elle m'a regardé avec quelque chose de vulnérable dans ses yeux. Je ne serai plus ta chef. J'ai défroncé les sourcils, comprenant ce qu'elle offrait et ce que ça lui coûterait. Tu abandonnerais la station, tout ce que tu y as construit. Marie a haussé son épaule valide, un geste qui réussissait à être à la fois désinvolte et lourd de sens. J'y gagnerai quelque chose. Je veux plus. J'ai attendu qu'elle continue, ayant besoin de l'entendre le dire à voix haute. Elle s'est exécutée, sa voix douce mais certaine. Je n'aurai plus à choisir entre mon travail et toi. Je pourrais avoir les deux. J'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine, un nœud qui y était serré depuis des années. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne, là, sur le parking, où n'importe qui aurait pu nous voir. Elle ne s'est pas retirée. Un mois plus tard, l'aube se levait sur Biarritz avec un ciel couleur pêche et or. Je me tenais au bord de l'eau avec Sophie qui sautillait à côté de moi, sa petite main agrippant une planche de flottaison rose. Marie marchait vers nous sur le sable, son épaule enfin libérée de l'écharpe, bougeant prudemment mais sans douleur. Elle avait commencé la kinésithérapie la semaine précédente, déterminée à reconstruire ce que l'océan avait essayé de lui prendre. Quand elle nous a rejoints, Sophie a immédiatement attrapé sa main et a commencé à la tirer vers les vagues. « On fait de la course aujourd'hui, papa ?» a demandé Sophie, regardant entre les deux adultes avec des yeux impatients. J'ai jeté un coup d'œil à Marie, j'ai vu le sourire se répandre sur son visage, j'ai senti une chaleur répondre éclore dans ma propre poitrine. C'était ce dont j'avais eu si peur pendant si longtemps, laisser quelqu'un entrer, risquer tout sur une autre personne qui pourrait partir. Mais Marie n'était pas partie, elle était restée pendant l'audience, pendant les accusations, pendant le mois le plus difficile de nos deux vies. Elle m'avait choisi, les avait choisis, avait choisi cette étrange nouvelle famille que nous construisions ensemble. Marie s'est accroupie à la hauteur de Sophie, écartant une boucle du visage de la petite fille avec des doigts doux. « Pas de course aujourd'hui, » a-t-elle dit. « Aujourd'hui, on nage ensemble. » Sophie a réfléchi un instant, puis a hoché la tête avec l'acceptation facile de l'enfance. « D'accord, mais je suis au milieu. » Elle a attrapé nos deux mains et nous a tirés vers l'eau, bavardant sur les dauphins et les sirènes, et si l'océan avait un fond. Marie et moi avons suivi, nos yeux se rencontrant au-dessus de sa tête, toute une conversation passant entre nous en un seul regard. On est entrés ensemble dans les eaux peu profondes, l'eau fraîche tourbillonnant autour de nos chevilles, puis de nos genoux, puis de nos hanches. Sophie a poussé un cri de joie alors qu'une petite vague éclaboussait son visage. Et Marie a ri, un vrai rire, plein et sans retenue. Rien à voir avec la femme contrôlée qui m'avait mis au défi pour une course quelques semaines auparavant. Je les ai regardées toutes les deux, ma fille et cette femme,
qui était en quelque sorte devenu essentiel à ma vie, et j'ai senti le dernier de mes murs s'écrouler dans la mer. On n'a pas nagé pour gagner. On a nagé pour être ensemble. Aujourd'hui, franchement, j'en sais rien. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver d'avoir été bousculé comme ça. D'autres fois, je me demande si je n'ai pas fait une erreur en m'ouvrant autant. Probablement un peu des deux, pas vrai? C'est ça la vie. Rien n'est jamais simple, jamais parfait. C'est juste la nôtre. Et ce lien que j'avais tant craint, il est là. Fort, parfois chancelant, mais bien réel. C'est déjà ça. C'est déjà tout.